Pendant que Jean-Paul nous remet la technique au point pour des conférences en salle, je vais présenter notre conférencier suivant. Sylvain Pellerin est ici présent. Il est lui aussi directeur de recherche à l'INRAE et, s'il vous plaît, et il est spécialiste, et il est adjoint du département agroécosystème. Il est spécialiste des interactions entre le sol et les plantes et des interactions entre les activités agricoles et les cycles des minéraux, et en particulier du stockage du carbone dans les sols. Donc on va pouvoir revenir sur cette question en profondeur, si je peux dire. Il a été coordinateur de l'écriture de 3 livres, donc particulièrement dédiés à ce sujet, un sur la fertilisation et l'environnement, un sur l'agriculture et les gaz à effet de serre, 10 actions pour réduire les émissions, ça doit être fort intéressant, et surtout le dernier, stocker du carbone dans les sols français, quel potentiel et à quel coût. Ce qui fait que je me permets tout de suite de lui demander d'inclure dans sa présentation ce qu'il pense des propos qu'on a entendus hier dans la bouche du ministre Le Foll, puisque Stéphane Le Foll était assez, je trouve, optimiste, encourageant au moins, sur cette voie de recours au stockage du carbone dans les sols. Est-ce que vous partagez, est-ce que vous avez des éléments un peu quantificateurs de cette voie de réduction des émissions? Merci d'avance. Alors, Jean-Paul, ça va être bon? C'est bon, c'est bon. Là, vous devez prendre ce micro-là. Ah, je crois que ça a la tête. Ah, mais je m'en branche non plus. Bien, bonjour à tous, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Donc sur ma diapo introductive, j'ai mis un profil de sol, et pour ceux qui ont l'habitude de faire ce genre d'observation, on a un sol qui est un peu plus foncé, un peu plus noir en surface et un peu moins en profondeur, et il est un petit peu plus noir dans l'horizon de surface parce que, entre autres, il contient des matières organiques, donc du carbone organique, ce dont on va parler pendant toute ma présentation. Et puis à droite, c'est une carte du monde avec les teneurs en carbone organique dans les sols. J'aime bien la présenter parce que, pour une fois, elle met très en visibilité, non pas les zones intertropicales, équatoriales, qui sont très très importantes du point de vue du cycle du carbone, mais quand on parle des stocks dans les sols, les zones situées au nord, où le carbone est stabilisé parce qu'il fait froid, humide, et donc la minéralisation se fait mal, et donc ce sont des stocks de carbone importants à préserver. Voilà, donc je vais effectivement revenir sur ce sujet qu'a abordé l'ancien ministre de l'Agriculture hier, Stéphane Le Foll, stocker du carbone dans les sols agricoles, une piste pour atténuer le changement climatique. Alors, voilà. Donc, comme je vous le disais, les sols contiennent des matières organiques. Ces matières organiques, elles représentent de l'ordre de 1 à 10% de la masse du sol. Alors ça peut être encore plus dans des sols très particuliers, tourbeux par exemple, avec très généralement un gradient décroissant de cette teneur en carbone organique, de la surface vers la profondeur. Donc on est là de l'ordre de 3 à 4 pour 1000 en surface et moins de 1 pour 1000 en profondeur. Et donc ces matières organiques, elles sont composées à peu près 55%
de carbone. Le reste, c'est de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote, enfin les autres éléments constitutifs des matières organiques. Et donc c'est important de bien distinguer ce qu'on appelle le carbone organique du sol, issu du vivant, de formes de carbone inorganiques qui peuvent être présents dans certains sols, notamment les sols calcaires avec le CaCO3. Mais dans la suite de mon exposé, on parlera principalement, exclusivement du carbone organique. Alors, si on regarde de quoi il est constitué, ce carbone organique du sol, donc on retrouve en haut, voilà, notre sol avec 1 à 10% de matières organiques, et puis le reste, c'est de la matière minérale, donc des minéraux primaires ou secondaires issus de la roche-mère, des grains de quartz, des feldspaths, des argiles, etc. Donc 1 à 10% de matière organique, et là-dedans, on a une partie, mais qui est minoritaire en masse, de matière organique vivante, et là-dedans on va trouver des bactéries, des champignons, alors nos bien connus lombriques, mais c'est pas, il y a d'autres organismes qui constituent la faune du sol, des colamboles, etc. Et puis les racines aussi, puisque ce sont aussi des organismes vivants. Voilà, mais toute cette partie vivante, ce n'est que de l'ordre de 5%. Tout le reste, c'est de la matière organique morte, qui s'est accumulée dans les sols, issus des êtres vivants. Et là-dedans, on a évidemment toute une gamme de composés organiques qui peuvent aller de ce qu'on appelle les matières organiques particulières, où on va trouver encore des petits bouts de tissus végétaux, des petits morceaux de racines, des bouts de feuilles, etc. Et puis des molécules, alors macromolécules, voire petites molécules, de l'ordre du nanomètre, organiques, issues de la biodégradation des matières organiques entrantes originelles. Alors, une idée importante, c'est que, oui, dans un sol issu d'une roche-mère, au départ, il n'y a pas de carbone organique. Tout le carbone organique contenu dans un sol, il provient du retour au sol de résidus végétaux, et ces résidus végétaux, ils ont été élaborés par les plantes du fait de l'assimilation chlorophyllienne du CO2 atmosphérique par les végétaux. Donc c'est le petit cycle du carbone qui est représenté ici, le CO2 atmosphérique utilisé par photosynthèse par les végétaux pour élaborer de la biomasse. Cette biomasse, une partie peut être exportée pour nos usages, et puis il y en a une partie qui retourne au sol et qui va alimenter ce compartiment de carbone organique. Alors on parlera indifféremment carbone organique ou matière organique du sol, lequel a pour devenir à plus ou moins long terme d'être minéralisé et de retourner dans l'atmosphère sous forme de CO2. C'est un cycle. Quand on rentre un petit peu plus dans les processus, j'ai remis ici mon CO2 atmosphérique, son assimilation par les plantes, les retours au sol, par les litières, les feuilles mortes, les racines, etc. Éventuellement une consommation intermédiaire par des animaux, mais qui produisent des fesses, et donc tout ça, c'est des entrées de carbone organique dans les sols qui vont être transformés par les organismes du sol. Alors d'abord la faune qui va croquer les petits morceaux de racines, de feuilles, et puis ensuite des bactéries qui, avec des enzymes adaptés vont être à l'origine d'une dépolymérisation des molécules et synthèse de nouvelles molécules organiques par la biomasse microbienne du sol. Et donc ce processus de biotransformation peut aller jusqu'à la reminéralisation et la ressortie sous forme de CO2. Mais dans les processus qui interviennent dans les sols, il va se passer quelque chose de très intéressant et de très important du point de vue du climat. C'est qu'une partie des molécules, en particulier les petites molécules organiques fabriquées par la biomasse microbienne, vont être stabilisées
du fait d'interactions avec les particules minérales du sol, et ces interactions organo-minérales vont, pendant un certain temps, protéger ces molécules de carbone organique de leur biodégradation et minéralisation finale par la biomasse microbienne. Et c'est ce qui va faire que du carbone va rester dans le sol pendant un certain temps. Voilà, alors ces interactions organo-minérales, très importantes, elles sont évidemment les processus physico-chimiques sous-jacents sont extrêmement complexes, mais en général ça ressemble à ça, c'est-à-dire qu'on a des particules minérales, donc ici ça va être la surface d'un phyllosilicate, les molécules organiques vont se lier à cette particule minérale, ça peut être par des liaisons covalentes ou des liaisons un peu moins fortes de nature électrostatique, mais le tout va aboutir à la création de ces complexes organo-minéraux qui vont avoir pour effet de stabiliser le carbone et de le rendre non provisoirement peu biodégradable par la biomasse microbienne. Donc ça c'est la même chose, où on représente successivement, à partir de matières organiques issues de débris végétaux ou animaux, leur biodégradation, transformation par la faune, puis par des micro-organismes qui va aboutir à des molécules de plus en plus petites, synthèse de nouvelles molécules par la biomasse microbienne, le tout aboutissant à des petites molécules, voire finalement à réémission de CO2. Mais à mesure qu'on va aller vers des molécules de plus en plus petites, eh bien ces interactions organo-minérales vont être de plus en plus fortes et il va y avoir cet effet stabilisant sur lequel j'ai déjà parlé. Et alors cette stabilisation des matières organiques du sol par ces interactions organo-minérales a pour conséquence que le temps de résidence du carbone dans le sol, il peut atteindre plusieurs années, plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui nous intéresse d'un point de vue climatique et grand cycle du carbone. Donc là, à nouveau mon profil de sol, à nouveau ma teneur en carbone décroissante de la surface vers la profondeur. Et là, c'est la distribution de ce carbone pour chaque profondeur en fonction de l'âge de ce carbone, grâce à des techniques de datation de nature isotopique. Ça, c'est le résultat d'une méta-analyse, c'est fait dans des sols tropicaux, mais dans des sols de région tempérée, les résultats ne seraient pas si différents. On observe qu'à mesure que l'on va vers la profondeur, eh bien, on a du carbone qui est là depuis 100 ans, depuis 300 ans, depuis 1000 ans ou depuis 3000 ans, donc avant Jésus-Christ. Voilà, les temps de résidence du carbone dans les sols peuvent atteindre ces ordres de grandeur. Voilà, et donc comme je l'évoquais, l'existence de ce stock de carbone organique dans les sols, à temps de résidence long, il contribue à l'atténuation du changement climatique, parce que ce carbone, tant qu'il est piégé dans la matière organique du sol, il n'est pas sous forme de CO2 dans l'atmosphère, et donc il n'a pas l'effet néfaste sur l'évolution du climat qu'on lui connaît. Alors maintenant, on va regarder le grand cycle du carbone. Alors c'est des chiffres que vous avez déjà en partie vus. Alors, je vais sûrement tomber sous la critique que les unités ne sont pas toujours les mêmes. Mais au moins, je fais l'effort de les préciser. Je fais l'effort de préciser si on parle en carbone ou en CO2 ou en CO2 équivalent. C'est déjà pas mal et pas toujours le cas. Alors, vous avez ici donc des stocks et des flux de carbone à l'échelle de la planète. Les stocks sont en gigatonnes de carbone, donc des milliards de tonnes de carbone,
pas de CO2. Et les flux sont en gigatonnes de carbone par an. Voilà, c'est ce qui est indiqué ici, je m'excuse, hein, c'est un petit peu faible. Voilà, alors on a donc nos grands compartiments. Alors si on regarde les flux, vous avez ici les quantités de carbone qui sont émises chaque année vers l'atmosphère du fait de l'utilisation des énergies fossiles. Donc ici on a les stocks de carbone sous forme de gaz, les stocks sous forme de pétrole et les stocks sous forme de charbon. Et donc, du fait de l'utilisation de cette énergie fossile, l'humanité envoie chaque année dans l'atmosphère de l'ordre de 9,4 milliards de tonnes de carbone. Donc, c'est exprimé en carbone, mais évidemment, c'est du CO2 par année. Si on ajoute à ça l'effet net des changements d'usage des terres, donc en particulier la déforestation, ça ajoute 1,5 milliard de tonnes de carbone qui partent dans l'atmosphère. Donc la somme des deux, à peu près, pas tout à fait 11. Alors, comme ça a déjà été évoqué plusieurs fois, fort heureusement, pour le climat en tout cas, les écosystèmes terrestres et marins réabsorbent en net une partie de ces émissions liées à l'usage des énergies fossiles. Donc, moins 3,2 grâce aux écosystèmes terrestres et moins 2,4 grâce aux écosystèmes marins. Bon, mais si on fait le bilan de tout ça, 9,4 plus 1,5, moins 3,2, moins 2,4, il y en a une partie qui reste dans l'atmosphère, hein, c'est ce plus 4,7 milliards de tonnes de carbone sous forme de CO2 qui reste dans l'atmosphère et qui contribue à l'augmentation de l'effet de serre. Alors, maintenant, donc ça on l'a déjà vu. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur deux chiffres relatifs au stock. Alors normalement j'ai oui voilà, une animation. Donc les stocks de carbone dans les sols, dont on parle depuis le début. Alors, bon, bien sûr, il y a de l'incertitude, hein, vous imaginez, et puis selon la profondeur qu'on considère, bon, etc. Donc les ordres de grandeur, ce sont les chiffres du GIEC, entre 1500 et 2400 milliards de tonnes de carbone qui sont contenus dans les sols sous les formes que j'évoquais précédemment et pour les raisons que j'évoquais précédemment. Comparé à 960 milliards de tonnes de carbone qui sont sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Et donc on tombe sur cette idée que les sols contiennent entre 2 et 3 fois plus de carbone que n'en contient l'atmosphère sous forme de CO2. Donc les sols sont un compartiment majeur du grand cycle du carbone. D'où l'idée qu'a évoquée l'ancien ministre hier, mais si on fait le... Bon, alors donc il y en a 2 à 3 fois plus dans les sols qu'il y en a dans l'atmosphère, et la base du calcul de cette initiative 4 pour 1000, la première en tout cas, si on augmentait ce stock de 4 pour 1000 par an, donc ça fait 2000, si je prends la valeur haute, 2400 fois 4 pour 1000, 0,04, 9,6 milliards de tonnes de carbone, et donc je compense presque mes émissions, hein, que j'ai calculées juste avant, le 9,4 lié à l'usage des énergies fossiles, plus 1,5 lié à la déforestation. C'était le calcul initial de 4 pour 1000, une toute petite augmentation du stock de carbone dans les sols, ça suffirait à compenser les émissions d'origine anthropique. Alors il y a eu un deuxième calcul, parce que ce premier calcul il a été très critiqué, vous vous rendez compte, prendre le carbone sur toute la hauteur du profil de sol, c'est complètement illusoire d'imaginer qu'on peut l'augmenter. Donc il y a eu un deuxième calcul de fait qui aboutit aussi à cette valeur un peu fétiche de 4 pour 1000. Dans ce stock 1500 à 2400, en gros, l'horizon de surface, c'est-à-dire l'horizon de 0,30,
ça représente 830 milliards de tonnes de carbone. Et donc si, au lieu de faire mon calcul sur le stock sur toute la profondeur, je le fais sur l'horizon de surface, accroître 830 de 4 pour 1000, je tombe sur 3,3 milliards de tonnes, ce qui, si j'arrive à faire ça, compenserait, alors non plus les émissions, mais l'augmentation, le 4,7, pour peu que en même temps j'arrête la déforestation. Voilà, 830 fois 4 pour 1000, ça fait 3,3, et ça compenserait mon augmentation annuelle si en même temps j'arrête la déforestation. Voilà, c'est une deuxième présentation du 4 pour 1000. Bon, voilà, et donc j'ai mis la photo de notre ancien ministre au congrès de Montpellier où il avait lancé cette idée basée sur des chiffres qu'on lui avait fournis avec tous les devenirs de cette initiative qu'il a rappelé hier. Bon, ça a été à l'origine de, oui, ce qu'en anglais on appelle le carbon farming, enfin l'idée que, dans le fond, on pourrait demander à l'agriculture, pas seulement de produire de l'alimentation, mais aussi de contribuer à l'atténuation de l'effet de serre en mettant en œuvre des pratiques qui injecteraient du carbone dans les sols pour qu'il soit stabilisé et qu'il y reste le plus longtemps possible. Alors c'est d'autant plus présenté comme une option intéressante que, par ailleurs, on dit mettre du carbone dans les sols, c'est pas seulement intéressant pour le climat, c'est aussi intéressant du point de vue des propriétés des sols et de leur fertilité. Hein. Et donc il y a cette idée d'un cycle vertueux. Vous mettez du carbone dans les sols, c'est bien pour atténuer le changement climatique, mais en plus on améliore certaines propriétés du sol, donc on a des sols plus fertiles, donc on produit plus de biomasse, et donc on peut encore plus en stocker, et on rentre dans ce cercle vertueux, parce que les agronomes savent depuis longtemps qu'un sol plus riche en carbone organique, il va mieux retenir les éléments minéraux, il va avoir une meilleure stabilité structurale, donc résister aux événements climatiques et à l'érosion. Ce qu'on appelle la réserve utile du sol, c'est-à-dire sa capacité à stocker de l'eau et à la restituer aux plantes pendant les périodes entre les pluies, va être augmentée, etc. Bon. Alors ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que cette partie-là, le côté, si on augmente les stocks de carbone dans le sol, c'est bon pour le climat, mais c'est aussi bon pour la fertilité des sols et pour l'adaptation au changement climatique. C'est vrai, mais c'est un petit peu survendu. Dans ce tableau, hein, on a calculé de combien on améliore certaines propriétés des sols en supposant qu'on augmente la teneur en carbone 4 pour 1000 par an pendant 30 ans. Et donc on a regardé 3 propriétés. Donc là, bon, la teneur en carbone, on suppose qu'on l'augmente de 4 pour 1000 tous les ans pendant 30 ans, donc on passe de 1,4 à 1,58, de 1 à 1,13, alors ça a été fait pour 3 types de sols, et on regarde comment, dans le même temps, on améliore la capacité d'échange cationique, cette capacité des sols à retenir les cations, et donc à contribuer à la nutrition minérale, comment on augmente la réserve utile du sol, donc sa capacité à retenir l'eau et à la restituer, et puis l'indice de battance et sa capacité à résister à la dégradation sous l'effet des pluies. Bon, on voit qu'effectivement, hein, il y a un effet positif, mais il est pas massif. Hein. On augmente de quelques pourcents la CEC, on augmente de quelques pourcents la réserve utile, on améliore un petit peu l'indice de battance. Donc cet effet, oui, mettre du carbone dans les sols, c'est génial aussi pour la fertilité. Bon, c'est des petits effets, mais c'est des effets qui sont tous positifs. Voilà. Alors, l'idée de mettre du carbone dans les sols agricoles, elle vient aussi naturellement si alors certains chercheurs ont développé cette idée de dette carbone de l'humanité
Parce que depuis que l'on pratique l'agriculture, eh bien, on a réduit les stocks de carbone des sols, puisque les stocks de carbone sont plus importants sous forêt que sous culture. Et donc, en même temps qu'on a accru, depuis, donc ça a commencé là, en zéro, les calculs, depuis qu'on utilise des terres et qu'on a défriché, on a relargué du CO2 dans l'atmosphère du fait de cette mise en culture. Donc il y a un certain parallélisme entre les deux, mise en culture, relargage de carbone, et donc quelque part il y a une dette écologique à compenser. Alors cette idée de promouvoir le stockage de carbone dans les sols, dont la France et l'ancien ministre se sont fait les porte-parole, il a donné lieu à du débat scientifique assez vif, avec d'un côté, oui, l'idée, oui, c'est une solution intéressante, il faut y aller, et puis de l'autre, des scientifiques qui étaient beaucoup plus réservés, pour des raisons que je vais évoquer par la suite. Donc il y a eu des échanges, des lettres, des réponses dans des revues scientifiques autour de cette idée. Alors parmi les controverses, il y a oui, ok, on peut stocker du carbone dans les sols, mais on peut le faire que pendant une période limitée, parce qu'on ne peut pas accroître indéfiniment un stock de carbone dans les sols, puisque assez vite on atteint un nouvel équilibre, parce qu'un stock de carbone c'est le résultat d'entrée et de sortie. Si on augmente les entrées, on augmente le stock, mais à partir d'un moment, du fait que le stock est plus élevé, les sorties sont aussi plus élevées, donc on a un nouvel équilibre, on ne peut pas augmenter les stocks indéfiniment. C'est un processus réversible, c'est-à-dire que si on met en œuvre des pratiques agricoles qui augmentent les stocks, si on arrête, on rediminue. Donc comment le problème un petit peu de la permanence est tout à fait central. En gros, pour augmenter les stocks, il faut augmenter les entrées de carbone. Et donc ces entrées de biomasse, cette biomasse, il faut la produire. Et on peut aussi se poser la question, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose avec cette biomasse? Par exemple, la mettre dans un méthaniseur. Donc il y a tout ce débat sur l'usage de la biomasse et les conflits d'usage, parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Il y a des questions de contraintes stoichiométriques, on ne peut pas stocker du carbone sans qu'il y ait en même temps de l'azote et du phosphore, et se pose la question d'où vient cet azote et ce phosphore. Bien sûr, il y a des barrières à l'adoption de pratiques qui sont favorables, avec un potentiel technique, mais aussi un potentiel économique et un potentiel politique, social, qui va être inférieur au potentiel technique. Voilà. Et puis, finalement, une des grosses critiques qui était faite à ceux qui mettaient en avant cette idée, c'était « mais si vous laissez croire aux gens qu'il y a cette solution, ça va affaiblir le message sur la nécessité de réduire les émissions. » Donc on est très très clair maintenant sur le fait qu'il faut absolument faire les deux, réduire nos émissions, et puis éventuellement stocker un peu plus de carbone dans les sols, si ça peut aider, pourquoi s'en priver, mais surtout pas se dire en stockant du carbone dans les sols, je vais sauver le climat, et il n'y a plus besoin de faire d'efforts pour réduire nos émissions. Voilà, alors, donc quand même, cette controverse, c'est beaucoup de questions qui demeurent. Quand même, dans quelle mesure une stratégie visant à accroître les stocks de carbone dans les sols agricoles, est-ce que ça peut faire partie d'une stratégie globale d'atténuation? Comment quantifier le potentiel? Comment accroître les stocks? Avec quelles pratiques? Comment favoriser l'adoption de ces pratiques? Est-ce qu'il y a des effets collatéraux, positifs ou négatifs? Puis aussi la question, quel sera l'effet du changement climatique sur l'évolution de ces stocks? Alors, la stratégie nationale bas carbone de la France, que vous connaissez, intègre ce